Donc les occlusions chroniques, les CTO, c'est une situation qui est fréquente. On estime que les coronariens qui ont une coronarographie, eh bien, dans 15% des cas, ils ont une CTO. Et ces CTO, c'est un vrai challenge pour l'angioplastie. C'est pas moi qui le dis, c'est l'inventeur de l'angioplastie qui disait qu'effectivement, si on n'arrive pas à dilater ces coronaires, on va avoir du mal à traiter par voie interventionnelle les patients multitronculaires. Et c'est vrai que depuis 40 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été effectuées dans l'angioplastie, mais finalement, peu de patients sont dilatés, environ 15% des patients qui présentent une CTO. Le reste des patients sont traités par chirurgie, et c'est très bien, mais il y a une grande proportion de ces patients qui ne sont pas traités, enfin qui sont traités uniquement par les médicaments. Et on le sait, le fait d'avoir une CTO, c'est un impact pronostique délétère. Ça, c'est le registre SCAR, c'est le registre suédois. C'est près de 90 000 patients, 15% ont une CTO. Et vous voyez que le pronostic à 5 ans, eh bien, il est beaucoup moins bon quand on a une CTO. Alors, bien sûr, c'est pas randomisé, c'est une étude observationnelle, mais quand même, c'est de gros effectifs. Et donc, on peut pas juste négliger, ignorer ces lésions chroniques occluses. Par ailleurs, on le sait, le territoire myocardique qui est vascularisé par ces vaisseaux occlus est systématiquement en ischémie. Ça a été prouvé sur des études FFR, donc 100% d'ischémie, et aussi sur des études plus récentes sur le PET scan. Alors ça tombe mal parce qu'on vient de dire que l'ischémie c'était pas très important, mais eh bien on a démontré quand même sur notamment l'étude récente de Schumacher que la réduction de l'ischémie avait un impact pronostique, diminuer les défects de perfusion, diminuer l'ischémie, avait un impact sur les patients avaient un meilleur pronostic. Alors voilà, deux patients différents. On va imaginer que ces deux patients ont la même présentation clinique. À gauche, le patient a une lésion extrêmement critique de son IVA proximal, mais sans retard de flux, un flux TIMI3, et il viendrait pas à l'esprit de personne de ne pas proposer une revascularisation à ce patient. Et ce patient, il a, si on s'en réfère aux recommandations, il y a un niveau de recommandation très fort pour le revasculariser. Le patient de droite, lui, a une lésion à 100% occluse, sans flux antérograde. Il a une reprise rétrograde. Et pour ce patient-là, finalement, le niveau de recommandation est beaucoup plus faible. Et c'est assez croustillant parce que, finalement, en termes de sténose, il y a 1% de différence. Et donc, pourquoi est-ce que ce patient de droite, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas lui proposer une revascularisation par angioplastie? On l'a vu, il y a des progrès nombreux qui ont été faits dans le domaine de l'angioplastie des CTO, du matériel dédié qui a été développé, des nouvelles techniques de revascularisation, et puis des opérateurs qui sont de plus en plus expérimentés. Et donc dans les centres experts, le niveau le taux de succès d'angioplastie est très élevé, il est proche de 90%. Alors certes, il y a plus de complications que pour l'angioplastie conventionnelle. On estime que pour la mortalité, il y a 2 à 3 fois plus de décès que dans l'angioplastie conventionnelle, et un taux de MES qui n'est pas nul, mais qui, dans des mains expertes, est de plus en plus limité. Alors c'est sûr, ce qu'on ne veut pas, c'est cette jeune patiente de 50 ans qui vient pour une CTO par voie rétrograde. Elle a un cathéter dans l'artère contralatérale qui est trop intubé, on n'a pas fait attention, c'est en haut de l'écran. Et malheureusement, il va y avoir une dissection de l'ostium de l'IVA avec un slow flow, et donc une artère IVA qui est bouchée, la coronaire droite est aussi bouchée, et là ça commence à devenir la pagaille. Alors c'est vrai, les procédures de CTO sont des procédures complexes, et il y a des taux de complications qui sont pas négligeables, mais ils sont essentiellement liés à des procédures les plus à risque, qui sont les procédures rétrogrades et les procédures de dissection réentrée. C'est pas du tout le même profil de risque pour un patient qui va avoir une procédure par voie rétrograde qu'un patient chez qui on va essayer de faire un passage de guide par voie antérograde, où là, vraiment, le risque reste modéré et comparable à l'angioplastie conventionnelle. Alors, on a beaucoup de data observationnelles qui montrent, notamment là c'est le registre américain,
c'est 1000 patients qui ont une angioplastie CTO consécutif, et ils ont une évaluation des qualités de vie, de la dyspnée et également de la dépression avant et 1 mois après la recanalisation. Et on voit qu'il y a un bénéfice sur tous ces paramètres après réouverture des lésions chroniquement occluses. Mais ça reste des données observationnelles, et c'est vrai que le traitement médical améliore également le pronostic, et c'est pour ça qu'il est nécessaire de faire une étude randomisée. L'étude randomisée, c'est EuroCTO, c'est la première étude randomisée qui compare le traitement médical à l'angioplastie chez les patients qui ont une CTO, avec un critère de jugement sur la qualité de vie. Cette étude montre un bénéfice en termes d'amélioration des symptômes et de la qualité de vie, et en termes d'angine de poitrine selon la classification CCS. Alors, oui, un bénéfice démontré sur la qualité de vie. Malheureusement, la grande étude qui a déçu la communauté des angioplasticiens qui s'intéressent à la CTO, c'est l'étude Décision CTO. C'est une étude asiatique qui a cette fois-ci un critère de jugement clinique qui associe décès, infarctus, AVC et revascularisation. Et à 4 ans de suivi, il n'y a aucun bénéfice à la revascularisation comparée au traitement médical. Alors, c'est une étude décevante, mais qui a un tas de biais et un tas de limites, notamment la population la durée de recrutement a été très longue, 6 ans, et on a pu recruter que 2/3 de la population initialement prévue. Le recrutement a été prématurément arrêté. Par ailleurs, il y a près de la moitié des patients qui ont une angioplastie de lésions non chroniques après la randomisation, ce qui impacte aussi sur le pronostic. Et surtout, il y a un gros taux de crossover chez les patients qui sont traités dans le groupe médical. En fait, dans les 3 jours, 20% des patients vont avoir une angioplastie CTO, ce qui bien sûr impacte les résultats. Et donc, il y a également quelques perdus dus. Donc, en pratique, il y a quand même pas mal de biais à cette étude. Je le montre pas, mais c'est vrai que, puis je sais pas, c'est vrai que sur la mortalité, il y a quand même x2 sur le traitement médical. Bon, l'étude n'est pas taillée pour la mortalité. Et lorsqu'on regarde les patients as treated, en fonction de du traitement qu'ils ont reçu, eh bien, il y a une divergence des courbes. Bon, bien sûr, sur le plan statistique, ça n'a pas vraiment de valeur. Alors, on a, dans l'histoire de la revascularisation, des études qui étaient négatives. Ça, c'est Stitch, c'est la revascularisation par pontage des patients coronariens qui ont une dysfonction ventriculaire gauche. Là, l'étude Princeps est négative. Et finalement, on a fait une extension du suivi. Et à 10 ans, eh bien, le bénéfice est significatif en faveur de la revascularisation. Donc, il est possible que les études actuelles aient un suivi trop court pour pouvoir permettre de trancher. Et c'est ce que suggère ce registre coréen qui a suivi 2000 patients de façon consécutive. Alors, c'est un registre, et donc il y a des biais importants, mais sur la comparaison ajustée, il y a quand même une divergence de courbe en faveur de la revascularisation. Alors, il y a plusieurs études en cours. Noble CTO, 2000 patients, randomisés dans un registre, un critère de jugement clinique, et une étude qui sera finie pas avant 2030. Ischemia CTO, c'est 1500 patients. Il y a 2 groupes, un groupe asymptomatique, un groupe symptomatique, des critères de jugement clinique et de qualité de vie. Pareil, on n'aura pas de résultat avant 2028-2032. Et donc, il va falloir raisonner avec les données actuellement à notre disposition. Et puis, il y a une petite étude intéressante, qui est l'étude Orbita CTO, qui va randomiser en double aveugle, cette fois-ci, avec une procédure sham, 50 patients, avec un critère de jugement sur l'angor, et qui sera disponible probablement plus tôt. Alors, avec toutes ces données, l'absence de bénéfice sur le critère dur, les données d'ischémia également, eh bien les experts recommandent de proposer des angioplasties CTO aux patients symptomatiques. Et c'est vrai que cette population de patients avec occlusion chronique est une population jeune.
c'est une population aussi qui est très active et souvent il est difficile. Ils sont un peu dans le déni des symptômes. Ils se sont adaptés à l'occlusion coronaire. Ils ont limité leur activité. Et c'est vrai que parfois, en les interrogeant de façon un petit peu plus poussée, eh bien, on découvre qu'ils ont des symptômes. Ils ont aussi des symptômes qui sont plus atypiques que le coronarien, qui a une lésion non occlusive. Et un élément important aussi, qu'on voit a posteriori, c'est que ces patients, une fois qu'ils sont revascularisés, eh bien, ils vous disent « je vais beaucoup mieux, je peux refaire des activités que je ne faisais pas, que j'avais arrêté de faire ». Voilà. Alors qu'ils se disaient asymptomatiques avant l'angioplastie, donc peut-être qu'il ne faut pas fermer la porte complètement aux patients asymptomatiques. D'ailleurs, c'est objectivé par des études de capacité d'exercice, notamment avec cette étude allemande qui montre qu'il y a une augmentation de 12% de la VO2 max après quelques mois après l'angioplastie CTO. Voilà, donc en résumé, quels sont les objectifs de la recanalisation des CTO? C'est le premier objectif, c'est d'éviter les complications. On a toujours tendance à regarder les taux de succès, on est très content. Et c'est vrai que après 2 heures de procédure, quand on a un échec, c'est toujours un petit peu agaçant. Mais c'est mieux d'avoir pas de complications et un échec que l'inverse. Ensuite, donc le deuxième objectif, c'est bien sûr d'établir un flux TIMI 3 et un flux TIMI 3 avec une artère en aval qui soit perméable, qui soit pas disséquée ou qui pas de grosses artères bouchées comme on peut le voir dans les procédures de dissection réentrée, par exemple. Ensuite, c'est d'améliorer la qualité de vie, ça a été démontré, de réduire l'ischémie, ça a été démontré, et peut-être d'améliorer la survie à long terme. Voilà, donc pour conclure, la recanalisation des CTO améliore les symptômes et les qualités de vie. Elle n'améliore pas la mortalité et les événements cliniques durs. Peut-être montrerons-nous un bénéfice sur la mortalité à long terme. Elle doit être proposée aux patients pour réduire les symptômes, mais il faut faire attention aux patients asymptomatiques, qui sont souvent des patients qui ont limité leur activité. Et enfin, il faut surtout informer les patients sur les taux de succès et les bénéfices et risques de la procédure, qui ne sont pas les mêmes qu'une procédure d'angioplastie conventionnelle. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier. On voit que les CTO, en fait, il faudrait prendre 10 ans ou 15 ans de suivi pour montrer que sur l'évolution du patient, sur quasiment sa vie de coronarien, on a un bénéfice sur les événements durs et que la vie professionnelle des cardiologues n'y suffit pas. Est-ce qu'il y a des questions pour Olivier? Ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'amélioration de la qualité de vie et des symptômes, c'est quand même un objectif qui part complètement nul. Il y a beaucoup de pathologies non cardiologiques, de traitements non cardiologiques où on regarde pas la mortalité, mais l'amélioration de la qualité de vie. On a une question en haut puis une question en bas pour Bonjour. Hakim. Merci pour cette présentation. Moi, je vais un petit peu dans ce sens, mais oh, pardon. Je voulais juste vous demander, vu qu'on ne peut pas y aller, bien sûr, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de développer, bien sûr, une hygiène de vie et je veux dire surtout la pratique de l'activité qui peut être aussi comme d'autres moyens d'améliorer cette circulation, vu que les collatérales, on va dire. Alors, vous avez tout à fait raison. Effectivement, la réadaptation cardiaque chez les patients coronariens non complètement revascularisés est tout à fait bénéfique. Oui. Hakim. Simplement une remarque, ouais, c'est que effectivement tu as raison. Je pense que l'évolution, 10 ans d'évolution, c'est important. Ce d'autant que c'est une pathologie dans laquelle ils peuvent avoir des syndromes coronariens aigus. Et on sait que lorsqu'on fait un infarctus et qu'on a en plus une occlusion chronique, effectivement, le pronostic change considérablement. Donc, le fait d'avoir une artère ouverte, même si, effectivement, ils peuvent avoir des événements coronariens aigus derrière, le pronostic en sera meilleur.